Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2022 et avec mes trois invités, nous allons parler du bois, des matériaux biosourciers et on va se poser la question de savoir si ce sont les matériaux des circuits courts. Donc avec moi pour en parler, monsieur Yves Eustache, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Caribati. Caribati, qu'est-ce que c'est ? Alors Caribati, c'est un bureau d'études, une SCOP, qui intervient et qui est expert des matériaux biosourcés et qui intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur, développement de filières biosourcées, accompagnement à l'évaluation technique environnementale et AMO biosourcés. Donc un bureau d'études avec nous. À côté de vous, monsieur Guillaume Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-gérant de Isolampaille. Oui. Isolampaille. Isolampaille, c'est une société qui produit des bottes de paille pour l'isolation biosourcée. Biosourcée naturellement, la paille. Naturellement biosourcée. À côté de vous, monsieur Alec Bickerstedt. L'ai-je bien prononcé ? C'est parfait. Merci. Vous êtes, chef de projet filière bois, FIBois Île-de-France. FIBois Île-de-France ? FIBois Île-de-France, c'est l'interprofession régionale de la forêt et du bois en région francilienne. On est membre du réseau FIBois France qui coordonne l'ensemble des interprofessions. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner les acteurs de la filière forêt-bois en région dans l'ensemble de leurs projets et apporter une cohérence sur la filière d'un point de vue régional et puis en lien avec les autres régions. Alors le bois est-il un matériau ? Et puis je vous pose la même question à vous sur les biosourcés. Et est-ce que ces matériaux sont naturellement les matériaux des circuits courts ? C'est des matériaux de circuit court, oui, dans le sens où effectivement la France est un pays forestier, on est la 4e forêt européenne, un tiers du territoire métropolitain c'est de la forêt. On a également beaucoup de capacités de production avec 1500 scieries réparties sur le territoire. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que des régions déjà sont mieux dotées que d'autres, avec par exemple la Nouvelle-Aquitaine, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est en priorité. Et aussi qu'on a une forêt principalement feuillue aux 2 tiers, et donc un tiers de résineux, là où dans le secteur de la construction, on va vouloir plus d'essence résineuse. Donc on voit déjà qu'il y a un petit contraste. Il y a un petit contraste, c'est pas aussi simple de faire du local avec le bois. Enfin du local, on va voir. Hein. On va voir, on peut faire tout à fait. On va revenir sur local, mais ça ce sera avec vous Yves. Donc le circuit court, c'est pas si simple que ça avec le bois. C'est pas aussi simple qu'on pourrait se dire face à la quantité de forêt dont on dispose. Mais aujourd'hui, par exemple, sur les chiffres dont on dispose, c'est qu'on a à peu près 30 à 40% de bois français qui est mis en œuvre dans les chantiers bois en France. Donc il est important de raisonner, je pense, à l'échelle de Bois de France quand on parle de localité dans la filière bois. Et voilà, et puis on constate aussi que plus on a des produits transformés aujourd'hui, comme le CLT par exemple, on a besoin d'être dans un marché peut-être plus européen pour développer le marché du bois qui est quand même une priorité, la première priorité je dirais. Première priorité, donc avant d'être, c'est intéressant ça, avant d'être circuit court, la première priorité c'est de développer le marché du bois. Guillaume Moret, votre point de vue sur le fait que naturellement biosourcé. Alors la paille est évidemment historiquement hyper locale. Hein. On construit en paille en prenant des bottes de paille des champs avoisinant le chantier. Maintenant, on rentre dans une phase où la paille en tant qu'isolant dans les murs et dans les mobs est un énorme puits de carbone et par conséquent, ça bip tout rouge dans les modes de calcul de la RE 2020, tout le monde en veut. Donc il faut industrialiser. Comme on industrialise, évidemment, cette notion de prendre du champ à côté du chantier n'est plus tellement possible. Néanmoins, on reste très très local. Aujourd'hui, sur l'unité de production d'Isolampaille qui est en Anjou, 100% de nos achats de paille se font auprès d'agriculteurs qui sont à moins de 40 km de chez nous. Donc la distance entre le champ et l'unité de transformation est très faible. Très faible. Après, vous allez un peu plus loin peut-être pour vendre vos produits. L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas limiter la capacité à décarboner la construction. Donc si aujourd'hui, on me demande des produits plus loin, de livrer à 100, 200, 300, voire 500 km, je ne vais pas l'interdire par principe. Néanmoins, je vais considérer que la distance de transport et du coup son coût vont rationaliser l'intérêt économique d'envoyer loin et à un moment, je serai plus compétitif. À un moment, vous n'allez pas loin. Et donc finalement, notre stratégie à nous, ça va être d'implanter des unités de production partout en France pour rester local partout en France.
Alors on va voir cette différence avec vous, Yves Eustache, entre local et circuit court. Il faut faire la différence, il ne faut pas confondre ce que veut le local et circuit court. Oui, tout à fait. En fait, c'est deux termes un petit peu différents qu'on mélange parfois un petit peu. Local, il y a une notion géographique, donc une notion de kilomètre entre la matière première, sa transformation et son utilisation. C'est ce qu'on a entendu avec la paille. Voilà. Et alors après, une fois qu'on a dit ça, pour certaines industries, 500 km, c'est local. Pour d'autres, au-delà de 50 km, c'est pas du local. Donc après, il faut bien définir aussi qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de local en termes de kilomètres, tout simplement. Alors ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour l'aspect local. Après, pour l'aspect circuit court, c'est différent. Circuit court, en fait, c'est le nombre de transformations. C'est-à-dire que moins vous avez de transformations qui vont conduire la matière première à un produit, plus le circuit est court. Donc derrière la notion de circuit court, il y a vraiment la notion de nombre de transformations qui vont conduire à un produit commercialisé. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe, parce que les transformations peuvent être positionnées à différents endroits du territoire. Donc quand on parle de local, il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, à la fois la matière première, mais aussi toutes ces transformations. Si on prend le chanvre par exemple, il y a les chambrières, la chambrière de l'Aube, j'en ai une à côté de chez moi du côté de la Ferté-sous-Jouarre, il y en a en Bretagne. Est-ce que on peut parler de produits locaux? Comment se définit le local ou le circuit court avec le chanvre? Alors c'est un bon exemple. Si on prend le chanvre, il peut être utilisé de deux façons, en fibre pour l'isolation et en granulat pour béton. Si on prend l'exemple des bétons biosourcés et des bétons de chanvre, la culture du chanvre aujourd'hui, elle est effectivement plutôt sur le nord de la France, même s'il y en a sur le sud, mais elle est possible partout en France. Donc ça veut dire que potentiellement, on peut tout à fait créer une filière béton de chanvre local dans la mesure où la ressource peut être cultivée de partout. Donc ça, c'est pour le champ, mais si on prend plus largement la question des bétons biosourcés, aujourd'hui, les bétons biosourcés, c'est les bétons de chanvre et les bétons de bois. Mais potentiellement, demain, ce sera des bétons de tournesol, des bétons de colza. Donc ça veut dire que ces ressources-là sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Donc effectivement, on peut imaginer sur la filière, par exemple, béton biosourcé, le développement d'une filière qui est vraiment locale. Lorsqu'on est dans une zone de tournesol, on va faire un béton de tournesol. Et lorsqu'on est dans une zone de colza, on fera un béton de colza. Voilà, et comme on a des centrales à béton très bien réparties sur le territoire, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Et oui. si je peux me permettre de rajouter, c'est même un petit peu plus complexe si on veut aller vraiment au fond des choses, parce qu'un béton biosourcé, c'est un granulat et un liant. Et le liant, est-ce qu'il est local, est-ce qu'il n'est pas local? Donc il faut aussi se poser cette question-là. Voilà, ça c'est l'histoire du laitier, Oui. produit à Dunkerque ou à Chercelor à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer. Ce qui rend le local ou le circuit court un peu plus long. Sur ce qu'on vient d'entendre là, une petite réaction du côté de la paille, parce que vous êtes vraiment le local de l'étape, j'allais dire. Alors, mais vous disiez quand on a préparé que finalement ça pouvait être aussi un inconvénient d'être trop local. Alors c'est pas un inconvénient. Pas un inconvénient, mais effectivement, il y a une difficulté pour structurer la filière. Il y a une problématique qui est un peu une problématique d'image, c'est que on se dit, et je vais dire typiquement, une mairie qui veut faire construire quelque chose, elle a une tentation qui est de dire qu'est-ce que je peux prendre en local. Et alors là, on fait plus du local, on fait du localisme. C'est-à-dire qu'on fait du local politique pour le message, et on ne tient pas compte de l'organisation des filières économiques qui font que non, la botte de paille qui est de la commune n'est pas plus décarbonée. Si on la prend sur la commune, qu'on l'amène chez un charpentier qui va être à 200 km pour ensuite la ramener dans la commune. Il vaudrait mieux que le charpentier qui est à 200 km achète une paille proche de chez lui et vienne avec son mur dans lequel il y a de la paille. Et donc vous voyez que ce rapport de localisme peut à un moment devenir un peu un non-sens, et que je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est de se remettre sur quel est le vrai enjeu de ces questions de local, de biosourcé, de peu de transformation, etc., c'est le bilan carbone. Et donc à la fin, la vraie réflexion, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour avoir une chaîne de transport, parce que le bilan carbone, il est, dans notre cas,
étant donné qu'il n'y a pas de cuisson, qu'il n'y a pas de chimie. Là, on peut parler de circuit court hein, sur la paille. C'est un circuit très court, c'est un produit brut. On le ramasse, on met une ficelle autour, on le met dans un mur. Il n'y a pas de transformation. Donc c'est un circuit très court. C'est très court, très intéressant, et le carbone est stocké immédiatement. Et le carbone est stocké immédiatement, 8 tonnes, etc. Mais derrière, il y a cette question de longueur du transport, donc de localisme, et finalement, ce qui serait intéressant, et je pense que sur la question du label développé par Karibati, il y a un peu cette notion-là, c'est quelle est la distance de la ressource jusqu'à la première transformation et de la transformation jusqu'au chantier. Et si cette distance cumulée reste de moins de 250 km, on est sérieusement local. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Il faut voir tout le circuit en fait, hein. Et là on le voit bien avec l'exemple que vous avez donné sur la paille. Avec le bois, c'est un peu la même chose? Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous, sur le côté localisme, je parlais un peu des scieries qui maillaient le territoire tout à l'heure. Une scierie, elle s'approvisionne sur une centaine de kilomètres autour de son lieu de fabrication, d'industrialisation. Donc on est vraiment quand même sur la ressource du territoire qu'on essaie de valoriser au mieux. Et après, effectivement, là où on doit peut-être un peu plus travailler dans la filière bois, ça va peut-être sur l'ingénierie et l'industrialisation de certains procédés de deuxième, troisième transformation sur des produits contre-collés ou de la mêlée collée. Et travailler l'ingénierie peut-être sur les essences feuillues, où aujourd'hui, pour le moment, on a du mal à suffisamment les valoriser dans le secteur de la construction. Donc il y a quelques exemples récents qui montrent qu'avec avec de l'innovation, de l'ingéniosité, on peut vraiment aller plus loin. Avec par exemple la filière peuplier dans les Hauts-de-France, qui a fait un travail remarquable là-dessus. Vous nous présenterez quelques projets après. Vous nous présenterez ça tout à l'heure. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'aller vers du bois d'ingénierie, avec du feuillu, éventuellement, hein, puisqu'on a plus de feuillus que de résineux, qui nous permettra de mieux utiliser, de mieux valoriser la forêt française, et donc plus locale ou circuit court. Tout à fait. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée. Voilà. Combien de scieries en Ile-de-France? En Ile-de-France, on a un territoire peu industriel qui a perdu une cinquantaine de scieries sur les 50 dernières années, c'est à peu près une par an. Il en reste aujourd'hui 2-3. Grande majorité, par exemple en Ile-de-France, de la ressource est exportée hors de la région pour être transformée. Mais si on regarde par exemple sur un rayon de 200 km autour de Paris, on a une trentaine de lieux de transformation. Donc voilà, on se rend compte, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit à ma droite, sur la volonté de transformer local, sur peut-être des communes qui voudraient construire et transformer localement le bois. Est-ce qu'aujourd'hui c'est grave que le bois soit sorti d'Île-de-France pour être transformé à moins de 200 km et revenir sur un chantier? On reste d'un point de vue bilan carbone, d'un point de vue chaîne économique, sur quelque chose de finalement très local et très intelligent. Donc ça pose pas vraiment de soucis. Sur ces questions donc, de circuits courts, hein, de matériaux biosourcés naturellement, circuits courts, est-ce que vous travaillez, les gens des différentes filières, hein, de la paille, du chanvre, du miscanthus, et autres, comment ils travaillent cet aspect? Est-ce qu'ils le travaillent, ou est-ce qu'ils se disent finalement, bon, nous on est locaux, ça va tout seul, ça va se faire tout seul, hein? Alors, de fait, ils le travaillent. Si on prend l'autre exemple des biosourcés qui sont les isolants, aujourd'hui, qui représentent le gros du marché après le bois de la filière, les ressources sont transformées localement. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un isolant en fibre de bois, on prend le bois à proximité, parce que la fibre voyage très mal, donc c'est très coûteux. Donc de fait, on est obligé de faire la transformation localement. Par contre, il est évident que le produit, après, il est distribué nationalement. Parce que c'est des outils de transformation qui représentent des investissements qui nécessitent d'avoir un marché qui est plus large que simplement le marché local. Donc il y a aussi cet aspect-là. Il y a aussi lorsqu'on a sur une production des outils qui sont très lourds en termes d'investissement, ça nécessite derrière d'avoir un marché qui est assez important pour l'amortissement de l'outil, et donc ça nécessite une distribution qui est nationale, voire au-delà pour certains produits.
Ce qui n'est pas tout à fait le cas pour la paille. Non, effectivement, c'est pas c'est pas tout à fait la question de la paille. C'est plutôt une question de stratégie d'entreprise. Moi, je pense que c'est pas du tout une fatalité. On n'est pas obligé de faire des méga factories sous prétexte de rendement. On peut au contraire avancer avec des unités de production localisées, régionalisées. Excusez-moi, je vous interromps. Ce qui était un peu plus compliqué quand même qu'avec la fibre de bois, non ? Je ne connais pas les process de fabrication. Hein. Oui, alors... Et c'est plus facile pour vous peut-être de pouvoir être... Il est sans doute plus facile pour nous parce qu'on part d'une notion et d'une approche technique qui est la botteleuse et qui est une petite unité de production. Mais c'est quand même aussi une vraie question d'organisation industrielle. C'est-à-dire que si on choisit de mettre une unité de production sur laquelle on va mettre 3 millions d'euros pour tout réinventer et faire quelque chose d'hyper productif avec très peu de ressources humaines et que ça produit une quantité de bottes de paille qui correspond au marché national, alors il n'y aura qu'une seule unité de production en France, mais du coup on aura celui qui choisit de faire ça, choisit de faire un modèle qui est un modèle très centralisé avec peu de création d'emplois. Nous on a choisi une démarche totalement inverse, parce qu'on pense que c'est aussi une opportunité pour dynamiser les territoires, pour faire en sorte que on achète de la paille à moins de 30 km autour d'une unité de production. Évidemment, si vous créez une unité de production pour faire des bottes de paille pour toute la France, vous allez être obligé de faire venir des bottes de paille de partout. De la paille au sens achat primaire, en balle ronde. La balle ronde, parce que c'est ça votre matière première. C'est ça notre matière première. Et donc, dans ce cas-là, vous allez rentrer dans des logiques où vous allez passer par des négociants. Éventuellement, la paille viendra d'Espagne. Bref, on change d'échelle. Tout ça pour gagner en productivité et donc gagner plus d'argent. Et nous, on pense qu'en fait, il y a des modèles qui sont des modèles plus résilients, plus petits, plus par petite unité. Et on démontre que économiquement, ça fonctionne par ailleurs. Donc voilà, il y a aussi une question de choix. Oui, c'est des choix politiques là. Hein. Politiques. C'est des choix politiques. Vous vouliez réagir tous les deux? On commence par Yves. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord. La paille, justement, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un matériau de circuit court. Donc avec peu de transformation et des process qui ne sont pas des process industriels lourds, contrairement à ce qu'on peut avoir dans les process de fabrication d'isolants semi-rigides, rigides, où là c'est vraiment des process industriels et qui sont nécessaires pour faire le produit avec les caractéristiques qu'on souhaite. Mais on n'est pas du tout effectivement dans les mêmes dimensions d'outils industriels et la paille s'adapte tout à fait à cette dimension de développement plutôt de filières locales, enfin en tout cas d'outils de transformation. Très bien adapté en fait. Voilà. Vous vouliez réagir aussi? Je voulais réagir aussi sur effectivement ces choix stratégiques de est-ce que voilà, on essaie de développer des usines de transformation avec beaucoup d'ingénierie, beaucoup de transformation, avec de lourds investissements qui ensuite ont besoin pour être amortis d'avoir un champ de consommation déjà de matières premières, puis ensuite de chalandise assez grand. C'est un peu ce qu'on voit dans la filière bois également, où aujourd'hui il y a un effet de centralisation des moyens de production sur de plus en plus de très grosses scieries. Et donc avec des besoins de rendement assez forts et d'une spécialisation sur les produits qui sortent. Peut-être alors que dans les prochaines années, on risque de voir peut-être un développement un peu différent. On va revenir à des scieries peut-être un peu plus locales, comme il y a plusieurs dizaines d'années où il y avait la scierie du village qui permettait de valoriser le bois local. Voilà, dans les prochaines années, avec les effets du changement climatique sur les forêts, on va avoir besoin peut-être de plus de résilience, plus de flexibilité. Donc peut-être qu'on arrivera à retrouver des scieries de plus petite taille et plus flexibles sur les produits de sortie. Voilà, et plus adaptés aux bois locaux. Vous allez nous parler de Rosny-sous-Bois tout à l'heure, et M. Pézerès est tout à fait, nous parle beaucoup de ça, hein, y compris du bois de haie qu'on pourrait utiliser. Eh ben, allons-y sur les exemples que vous nous avez apportés. On va voir des images et puis vous allez nous expliquer donc à chaque fois en quoi c'est local. Là, on est à Rosny-sous-Bois. Tout à fait. Là, on a. C'est local. En quoi c'est circuit court? Moi, je m'y perds. Faudra me refaire un cours. Là, on est sur du local et du circuit court. Et on parle il y a aussi de l'isolation paille. Et je crois que même sur cet exemple, il y a de la paille porteuse, il me semble. Donc, on est vraiment sur l'ingénierie forte. Là, on est sur du châtaignier d'Île-de-France. Donc, on a dit qu'il y avait 2-3 scieries en Île-de-France. Donc, c'est une prouesse d'arriver à mettre en œuvre du châtaignier transformé localement. D'autant que c'est une essence feuillue aujourd'hui peu mise en œuvre en structure. Et donc, l'utilisation de la paille également, qui est un produit ici très local.
Donc c'est un exemple assez rare en Ile-de-France où on a beaucoup de très gros projets qui mettent plutôt en œuvre du résineux. Voilà, là on montre qu'on est capable d'utiliser du bois local, transformé localement pour des établissements publics. Ce châtaignier vient d'où? C'est du châtaignier qui vient des forêts d'Île-de-France. Il me semble que c'était Montmorency, mais il faudrait que je vérifie. Et il a été transformé où, si vous vous en souvenez? Il a été transformé, il me semble que c'était la scierie Bourgeois dans le 77. Il faudrait que je vérifie. Donc on est sur du circuit. Il y a eu un circuit, mais il est court. Il est très très court et mis en œuvre par un charpentier francilien également. Donc vraiment on reste sur une transformation complètement régionale. Voilà. Mais M. Pézerez, de la mairie de Rueil-sur-Bois, est vraiment un militant, lui. Hein. Oui, tout à fait. Ça rigole pas. Un autre projet. Un autre projet. Là aussi, alors je parlais de la filière peuplier tout à l'heure, rapidement, donc beaucoup cette fois d'innovation peut-être organisationnelle dans les Hauts-de-France, avec beaucoup de bassins populicoles. Développement d'une filière peuplier avec un travail avec les scieurs, avec une coopérative qui a été mise en place. Des scieurs qui du coup se réunissent pour transformer du peuplier de qualité bois d'œuvre pour la construction, alors soit en massif ou en lamellé-collé. Et donc là, c'est un établissement public également dans les Hauts-de-France qui utilise du coup le peuplier qui a poussé localement, scié localement, transformé localement et qui donne des résultats tout à fait satisfaisants. Voilà, et là on est sur un lamellé-collé. Hein. Là on est sur un lamellé-collé, oui, tout à fait. Lamellé-collé, peuplier. C'est vrai que c'est un bois très doux. Très doux et qui, en plus d'un point de vue caractérisation, bénéficie des mêmes standards que le résineux. Et donc aujourd'hui, ça permet d'aller un peu plus vite pour développer le peuplier que peut-être d'autres essences feuillues où il y aura des essais de laboratoire à effectuer d'abord. La ressource en peuplier, Hauts-de-France, Île-de-France, c'est important? Hauts-de-France, c'est une région qui est très importante en peuplier, tout à fait. En Île-de-France, on a un peu perdu, on va redévelopper ça parce qu'il y a beaucoup de potentialités. Le Grand Est également, voilà. Il y a d'autres bassins également en France et c'est aussi un bois qui est beaucoup utilisé pour l'industrie. Donc voilà, il y a plusieurs débouchés possibles pour cette essence-là qui a beaucoup de potentiel pour l'avenir également c'est des bois qui ont une croissance plus rapide. Voilà. C'est plus facile à récolter. Tout à fait. Allons-y sur le troisième projet. Et alors le troisième qui cette fois qui est en cours, donc là c'est une image de synthèse et j'espère qu'on pourra vous montrer rapidement une image plus réelle. C'est le Wood Up qui est où le maître d'ouvrage est REI Habitat et qui met en œuvre du bois lamellé-collé de hêtre qui est une innovation qui date de 2021. C'est du bois lamellé-collé réalisé par le groupe Lefebvre Manubois. Et qui est là on parlait de circuit court localisme, c'est acheminé par voie fluviale par la Seine sur le chantier qui est en bord de Seine à Paris et donc là pareil l'innovation du hêtre qui est poussé en Normandie, transformé en Normandie, qui vient par la Seine pour être mis en œuvre à Tolbiac à Paris. Voilà, c'est pas du hêtre qui a été coupé en Île-de-France, il n'y en a pas beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup, mais il y en a beaucoup en Normandie et donc c'est important voilà quand on parlait tout à l'heure d'investissement lourd pour un industriel qui veut mettre en œuvre une nouvelle solution constructive, voilà, sa zone de chalandise derrière doit être importante et toucher des chantiers un peu plus loin que seulement sa région. Voilà, ils ont des chantiers en Normandie également, mais voilà, là c'est un exemple aussi. C'est utiliser des canaux de transport un peu différents. Quoi. Des canaux de transport différents, décarbonés, pour aller toucher aussi d'autres régions. Donc c'est un exemple intéressant également. Voilà, le hêtre de Normandie à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'on vient de voir? Et est-ce qu'on a les mêmes... Bon, j'imagine qu'il y avait de la paille à Rosny, la paille porteuse. Mais allons-y, une petite réaction. Et puis, comment ça se passe? Parce que ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, par exemple, dans le dernier projet, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait de transformer la paille, non pas là où elle pousse, mais de la transformer... je dis une bêtise. C'est-à-dire, pas faire du localisme, mais de la prendre là où elle est, et puis ensuite de la transporter éventuellement sur chantier. Et ce qui est très intéressant, c'est le fait que là, le transport a été choisi bas carbone, et que finalement, si on devait définir cette notion, le mélange entre filière courte, qui est en fait une filière courte au sens du processus industriel peu transformé, assez brut, et filière locale au sens de on s'approvisionne sur le lieu et on est départemental ou régional, c'est que finalement ce qui est important, c'est d'avoir une filière bas carbone.
au sens de récolter, transformer, transporter et mettre en œuvre, se fait avec un équilibre où on a peu consommé de carbone, puisque c'est quand même ça aujourd'hui le sujet essentiel de lutte contre le dérèglement climatique. Et donc je pense que c'est un bon exemple sur le fait que si le transport fluvial est très peu émetteur de carbone, c'est pas très grave de faire 500 km. Et donc en fait le vrai élément de mesure à la fin, ça doit être l'impact carbone de l'opération et non pas spécifiquement le fait d'être sur la commune. Voilà, il y a une autre dimension qui est aujourd'hui prime quand même sur l'ensemble des projets, c'est le carbone. Alors je sais bien qu'on peut rajouter une dimension communication politique ou emploi local, toutes ces dimensions existent, mais ces dimensions elles existent dans tous les territoires de toute façon, donc c'est pas des critères de choix. Voilà, c'est pas forcément des critères de choix, et ce qui est important c'est le carbone. Donc si on peut décarboner avec une unité de production qui est à 500 km et venir en transport bas carbone, c'est pas si grave. Évidemment, il faut le prouver. Hein. Oui, bien sûr. Hein, attention au greenwashing, mais voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis après, j'aurai une autre question. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la notion de... Au final, ce qu'on regarde, c'est l'impact carbone. C'est aujourd'hui, notamment dans la RE 2020, c'est ce qu'on va regarder. Donc, c'est important. Après, sur les exemples qui ont été cités là, en Ile-de-France, si on regarde un peu les autres biosourcés, on a par exemple une filière chanvre qui est bien développée, avec des secondes transformations aussi. Donc on a par exemple un préfabricateur qui s'appelle Wallop qui fabrique des éléments préfabriqués en béton de chanvre, grande dimension, où là on a la ressource est transformée une première fois et transformée une deuxième fois pour fabriquer des murs préfabriqués. Alors, sur une zone. Je vais vous demander d'échanger le micro et de nous redire ce que vous étiez en train de dire sur Wallop. Ouais. Et donc le fait, la chanvrière est à côté de l'usine. En fait, voilà, c'est ça. La chanvrière est à côté de l'usine. Donc là, on est vraiment au niveau du local, sur quelque chose de très très local. Et après, le marché Île-de-France est important pour trouver des débouchés pour ce type de produit. Et si toutefois on voulait développer le même schéma dans d'autres régions, c'est possible. On ne va pas fabriquer les produits en Île-de-France pour les transporter à Toulouse. On peut tout à fait créer, s'il y a une chanvrière à Toulouse, il n'y en a pas actuellement, mais s'il y avait une chanvrière à Toulouse, créer une unité de préfabrication à côté de la chanvrière pour le marché du Sud-Ouest. Le marché d'Occitanie, du Sud-Ouest. Voilà. Et là, c'est le marché Île-de-France qui va être... Mais de toute façon, c'est ce qui vise. Oui. J'ai eu la chance, j'ai visité cette petite usine. Voilà. On arrive un petit peu au terme de nos échanges. Je voulais quand même parler de la ressource. Est-ce que chez les biosourcés, dans les biosourcés, la paille, on en a? La paille est très très abondante. La paille est très abondante parce qu'avant, on en faisait quoi? On faisait des brûlis ou Alors, elle allait aux animaux. Il n'y a plus d'élevage en Île-de-France, hein, donc vous en avez. Sur l'ensemble du territoire français, 50% de la paille a un usage agricole, c'est-à-dire c'est du... réintroduction dans le... C'est utilisé comme litière animale, ce qui permet de collecter les déchets des animaux, ce qui fait donc du fumier, qui permet ensuite de remettre la paille mélangée, enfin ce fumier dans les champs, ce qui est un engrais. Ensuite, le reste, il y a assez peu d'usage. Le premier usage, c'est simplement de l'abandonner dans le champ et de le broyer et de le retourner, puisque ça fait quand même un apport de matière organique, mais c'est évidemment un usage non valorisé. Et le deuxième usage avant la construction, c'est la méthanisation. La construction aujourd'hui consomme extrêmement peu. Si on consomme 0,1% de la production nationale, c'est le bout du monde. Et on a considéré, il y a des études prospectives qui rêvent en disant si jamais on se mettait à isoler 100% de la construction française, ça consommerait à peu près 7% de la ressource produite en France. Autant dire que on en a vraiment beaucoup. Il y a de la ressource et on n'ira jamais jusqu'à 100% parce qu'il y a du chanvre. Mais si, on peut le faire. Je plaisante. Et sur donc, les isolants autres biosourcés, la ressource, elle est là? Alors oui, il y a aujourd'hui des ressources qui ne sont pas exploitées. Je vous donne un exemple, on travaille actuellement pour le PNR des Caps et Marais d'Opale qui souhaite mettre en place une filière laine de mouton. Parce que la ressource laine de mouton est présente, elle n'est pas utilisée. Aujourd'hui, les agriculteurs ne trouvent pas de débouchés. Et donc là, il y a toute
toute une opportunité là d'avoir cette ressource, de la transformer localement et de l'utiliser localement. Donc ça veut dire qu'il existe un tas de ressources aujourd'hui non exploitées encore. J'évoquais tout à l'heure les granulats pour béton. Aujourd'hui, on ne fait que du béton de bois ou du béton de chanvre, mais on peut envisager des développements sur d'autres bétons, béton de colza, béton de tournesol, à plus grande échelle. Donc aujourd'hui, la ressource biosourcée, il en existe. Alors, ça nécessite pour certains un peu de développement, mais le champ, il est là. Le champ des possibles, il est là. Il est là, et il y a moyen de faire. Il n'y aura pas de problème de ressources. Non, au niveau de la ressource biosourcée en général, elle est disponible. Après, ça nécessite du développement pour l'amener jusqu'à un produit commercialisable sur le marché du bâtiment, parce qu'on le sait, pour mettre un produit sur le marché du bâtiment, faut passer par les démarches d'évaluation technique, d'ATEX, etc., etc. Donc ça demande du développement, mais en termes de ressources, elle est là. Sur le bois, je sais qu'à Fibois, on travaille beaucoup le sujet. On en est où et comment on travaille la construction et la ressource? Là-dessus, il y a pas mal de travail sur la ressource, en tout cas pour dire qu'aujourd'hui on peut récolter davantage que ce qui est récolté en France. On est à peu près à, je crois, 60% de ce qui pousse chaque année en résineux qui est récolté. On est à 40% sur le feuillu, donc on sent qu'on a encore une marge de manœuvre pour récolter davantage, plus sur le feuillu que sur le résineux. Ensuite, ça va être de développer plutôt des moyens de, on parle d'innovation tout à l'heure, mais développer des moyens de production qui sont en accord aussi avec les attentes du secteur de la construction. Donc développer des nouveaux produits bois à construction avec plus d'ingénierie pour des produits collés, contre-collés. Et après, on parlait d'ATEX à l'instant, de développer des nouvelles solutions constructives à base de ressources feuillues qui aujourd'hui est beaucoup moins utilisée. Ouais. Tout à fait. Écoutez, merci. Donc on a bien compris la différence entre local, circuit court, enfin moi je l'ai comprise, et puis évidemment l'intérêt quand même des matériaux bois et biosourcés en circuit court, c'est quand même une évidence, quoi. Merci messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Batijournal TV, donc nous parler des bois, des biosourcés et des circuits courts. Une émission à retrouver sur notre site internet Batijournal TV ainsi que toutes les émissions que nous tournons ici à Batimat 2022, sur le site de notre partenaire France Bois Forêt et de nos partenaires magazines Planète Bâtiment, Woodsurfer, Sac Façade et Atrium. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.